L'hypothèse selon laquelle les légumes actuellement disponibles dans les supermarchés sont de moindre qualité tant en termes de saveur que de valeur nutritionnelle par rapport à ceux cultivés par les générations précédentes n'est pas le résultat d'une contamination par des pesticides ou des substances chimiques, mais plutôt un processus délibéré de sélection génétique. Les variétés traditionnelles, robustes et riches en nutriments qui ont soutenu l'humanité pendant des millénaires ont été progressivement marginalisées et presque éteintes par l'agriculture industrielle. Il ne s'agit pas de spéculations infondées, mais plutôt de cultivars ancestraux qui surpassent, sous de multiples aspects, les hybrides modernes, goût, composition nutritionnelle, résistance aux maladies et adaptabilité. La raison pour laquelle ces variétés restent cachées est simple, elles ne peuvent être brevetées, contrôlées ou commercialisées sous un régime de monopole. De plus, ces graines peuvent être librement reproduites par l'agriculteur, sans dépendre des entreprises. Dans ce contexte, 17 espèces végétales volontairement reléguées dans l'oubli seront présentées. La 9e, par exemple, contient 3 fois plus de vitamine C que les variétés conventionnelles. Le 14e démontre une résistance à la sécheresse capable de survivre à des conditions qui décimeraient les cultures contemporaines. À la fin, des conseils pratiques indiqueront des sources fiables pour acheter les graines de ces plantes. L'objectif est de révéler ce qui a été systématiquement caché ces dernières décennies. Le processus de transformation de l'agriculture au cours des 8 dernières décennies a abouti à son industrialisation complète. Le contrôle du secteur a été repris par de grandes sociétés semencières, dont les principaux critères de sélection n'étaient pas la qualité nutritionnelle, la saveur ou la résilience, mais plutôt la maximisation du profit. Pour cela, la priorité a été donnée au développement de cultivars d'aspect standardisé, capables de supporter sans dommage de longs transports, de maturation homogène et surtout incapables de se reproduire. Les semences hybrides, qui nécessitent un remplacement annuel, sont devenues la norme. Pendant ce temps, les variétés traditionnelles connues sous le nom de variétés locales ou variétés à pollinisation libre, préservées et replantées par des générations d'agriculteurs ont été progressivement exclues des catalogues commerciaux et des programmes universitaires. En quelques décennies, sa disparition fut presque totale. Cependant, la réalité que l'on a cherché à cacher est que ces légumes anciens surpassent, dans tous les aspects pertinents, tout produit trouvé dans les rayons des supermarchés. Leur supériorité nutritionnelle, leur résistance et leur adaptabilité leur permettent d'être cultivés à petite échelle, avec l'avantage supplémentaire que leurs graines peuvent être stockées et replantées sans frais supplémentaires. Le premier exemple de cette liste est la tomate Brandywine, un cultivar amish avec plus de 130 ans d'histoire. Ces fruits, qui pèsent souvent plus d'un demi-kilo, ont une couleur rose intense et une saveur si frappante qu'elle rend les variétés commerciales insipides. La raison de son abandon est claire, sa coque mince et sa susceptibilité à la fissuration rendent son transport à grande échelle impossible. De plus, son cycle de maturation, qui varie entre 80 et 100 jours, est jugé excessivement long pour la logique de production industrielle, qui privilégie des récoltes rapides et uniformes. L'agriculture moderne a donc opté pour des tomates à peau épaisse, de forme standardisée et au goût peu pertinent des cultivars développés pour répondre aux exigences des machines et non des humains. Cependant, Brandywine surpasse les hybrides dans tous les aspects qui comptent vraiment. Sa saveur est complexe, équilibrant douceur et acidité, tandis que sa texture crémeuse le rend incomparable. D'un point de vue nutritionnel, les variétés traditionnelles comme celle-ci contiennent des niveaux nettement plus élevés d'antioxydants, comme le lycopène, que leurs homologues modernes. Pour le cultiver, il est recommandé de commencer la plantation dans un environnement protégé, 6 à 8 semaines avant le dernier gel prévu. Les plants doivent être transplantés dans un sol fertile, bien drainé, pleinement exposé au soleil. Comme les plantes peuvent atteindre entre 2 et 3 mètres de hauteur, il est nécessaire d'utiliser des tuteurs ou des cages comme support. L'irrigation doit être profonde et régulière, et la patience est de mise, car la récompense en vaut la peine. Lorsqu'on goûte la première tomate Brandywine, on comprend pourquoi ces graines sont conservées depuis plus d'un siècle. Deuxièmement, le haricot langue du dragon se démarque, une variété patrimoniale hollandaise qui allie beauté et productivité. Ces gousses, de couleur crème avec des stries violettes qui ressemblent à des écailles de dragon, sont croquantes, dépourvues de fibres et ont une saveur sucrée légèrement beurrée, idéale aussi bien pour la consommation fraîche que pour les préparations culinaires. La raison de son déclin réside dans son manque d'uniformité de maturation.
Alors que l'agriculture industrielle nécessite des récoltes simultanées pour optimiser l'utilisation des machines, les haricots langue du dragon mûrissent de manière échelonnée, ce qui rend impossible une récolte mécanique à grande échelle. Pour l'agriculteur national, cependant, cette caractéristique représente un avantage, car elle permet des récoltes prolongées sur plusieurs semaines, au lieu d'une seule récolte concentrée. Les plantes sont vigoureuses, résistantes aux maladies et très productives, même dans des conditions moins favorables. Sa culture est simple, les graines doivent être plantées après la fin des gelées, dans un endroit ensoleillé. Comme il s'agit d'une variété à croissance déterminée, elle ne nécessite pas de tutorage. La récolte doit avoir lieu lorsque les gousses atteignent une quinzaine de centimètres de longueur, tout en étant encore tendres. Bien que les stries violettes disparaissent à la cuisson, la saveur s'intensifie. Cultivés en Europe depuis plus de 2 siècles, ces haricots conservent une qualité supérieure à n'importe quelle variété surgelée disponible sur le marché. Le troisième élément de la liste est la carotte Oxart, un cultivar français de la fin du XIXe siècle qui diffère radicalement des carottes contemporaines. De forme courte et conique, de seulement 10 à 12 cm de long et jusqu'à 8 cm de diamètre au sommet, cette variété a une saveur exceptionnellement sucrée et une texture croquante. Son exclusion des systèmes de production industrielle est en grande partie due à son aspect non conventionnel. Les consommateurs ont été conditionnés à associer la qualité à des carottes longues, fines et parfaitement droites, une norme à laquelle Oxart ne répond pas. De plus, sa forme rend la récolte mécanique difficile, car les racines épaisses et courtes ont tendance à se briser au cours du processus. Cependant, Oxart démontre une remarquable capacité d'adaptation aux sols argileux et compactés, dans lesquels les variétés modernes ont du mal à se développer. Sa robustesse lui permet de surmonter des couches de sol plus denses, qui déformeraient ou retarderaient les carottes conventionnelles. D'un point de vue nutritionnel, sa concentration en sucre et nutriments est supérieure à celle des variétés commerciales, en plus d'avoir une excellente capacité de stockage et peut être conservée pendant des mois dans des conditions appropriées. Au XIXe siècle, il était courant que les agriculteurs dépendent de ce cultivar pour garantir leur approvisionnement pendant l'hiver. Actuellement, l'agriculture industrielle l'a remplacé par des variétés uniformes, faciles à manipuler mécaniquement, dont la saveur s'apparente davantage à celle de l'eau qu'à celle du légume d'origine. Pour le cultiver, une plantation directe dans un sol meuble et bien drainé est recommandée, au début du printemps ou à la fin de l'été. Les plants doivent être éclaircis en maintenant un espacement d'environ 8 cm entre les plants. La récolte a lieu entre 75 et 85 jours après la plantation, lorsque les racines arrivent à maturité. La saveur et la texture de cette carotte rappellent ce que représentait le légume avant l'intervention des grandes entreprises. En 4e position, nous présentons la tomate Morgage liftée, dont le nom révèle déjà son importance historique. Pendant la Grande Dépression, un mécanicien connu sous le nom de Radiateur Charlie a développé cette variété dans l'État de Virginie occidentale, croisant 4 types de tomates différents jusqu'à obtenir un cultivar exceptionnellement productif et savoureux. Le nom, Morgage lifté, littéralement, hypothécaire lifté, vient du fait que la vente des plants de cette plante a permis à son créateur de rembourser l'hypothèque de sa propriété en seulement 4 ans. Les fruits, qui peuvent atteindre un demi-kilo, ont une pulpe dense et juteuse, avec un parfait équilibre entre acidité et douceur. Sa peau épaisse et résistante le rend idéal pour le transport, même s'il ne se compare toujours pas aux variétés commerciales en termes d'uniformité. La raison de son déclin est directement liée à son manque de standardisation, condition essentielle à une agriculture à grande échelle. Cependant, pour l'agriculteur familial, cette variété représente une solution économique et nutritionnelle à forte valeur ajoutée. Et ont un format très variable, caractéristiques qui les rendent incompatibles avec la classification industrielle et les normes de conditionnement. Sa peau épaisse et sa texture rugueuse rendent le traitement mécanique difficile, tandis que sa croissance irrégulière nécessite une récolte manuelle, augmentant les coûts de production. De plus, son aspect non conventionnel aliène les consommateurs habitués à l'uniformité visuelle des légumes vendus à grande échelle. Cependant, la crapaudine se distingue par ses attributs qui dépassent ses limites esthétiques. Sa pulpe, d'une couleur rouge foncé intense, révèle un profil sensoriel complexe, alliant une douceur prononcée à des notes terreuses et une légère touche épicée, caractéristiques absentes des variétés modernes sélectionnées avant tout pour leur productivité.
Sur le plan nutritionnel, il contient de fortes concentrations de bétalaïne, composé antioxydant associé à la réduction des processus inflammatoires et à la protection cardiovasculaire. La résistance naturelle aux maladies du sol telles que la tavelure de la betterave réduit le besoin d'interventions chimiques, ce qui en fait une option viable pour les systèmes agricoles à faible impact. La culture de la crapaudine nécessite un sol profond et bien drainé, de préférence sableux, pour permettre le bon développement de ses racines allongées. Les semis doivent avoir lieu au début du printemps ou à la fin de l'été, en évitant les périodes de gel. La récolte, réalisée entre 80 et 100 jours après la plantation, nécessite des soins manuels pour préserver l'intégrité des tubercules, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de longueur. Après la récolte, il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec, où elle conserve ses propriétés pendant des mois. Malgré sa marginalisation par l'agro-industrie, la crapaudine représente un lien historique avec les pratiques agricoles pré-industrielles, lorsque la diversité génétique et la saveur étaient des priorités. Sa préservation, actuellement entretenue par les banques de semences et les agriculteurs traditionnels, assure non seulement la continuité d'une variété d'une valeur gastronomique exceptionnelle, mais aussi le maintien d'un patrimoine génétique résistant et adaptable. Pour les producteurs familiaux, sa rusticité et sa haute valeur nutritionnelle offrent une alternative économique viable, capable de desservir des niches de marché valorisant l'authenticité et la qualité sensorielle. Le torréfacteur ne répond pas aux normes d'uniformité commerciale et de transport. Ces fruits, avec leur forme irrégulière et leur peau délicate, sont susceptibles d'être endommagés lors de la manipulation, rendant leur distribution à grande échelle impossible. De plus, son long cycle de maturation qui peut dépasser 120 jours contraste avec la demande de variétés à rentabilité économique rapide. Cependant, cette variété ancestrale se distingue par des attributs qui transcendent la logique productiviste. Sa pulpe, à la texture crémeuse et à la saveur intensément sucrée, surpasse la plupart des citrouilles commerciales en qualité sensorielle. Sur le plan nutritionnel, il est riche en bêta-carotène, en fibres et en antioxydants, en plus de démontrer une résistance remarquable aux ravageurs et aux maladies. La culture du torréfacteur de bonbons nécessite un sol profond et bien drainé, avec une exposition en plein soleil. Les graines doivent être plantées après le dernier gel, avec un espacement généreux pour permettre une croissance vigoureuse de la vigne. La récolte a lieu lorsque la peau devient opaque et ferme au toucher, généralement entre la fin de l'été et le début de l'automne. Après la récolte, il est recommandé de les conserver dans un endroit frais et sec, où les fruits pourront se conserver pendant des mois sans perte significative de qualité. Lorsqu'elle est torréfiée, sa pulpe développe une douceur caramélisée, évoquant les souvenirs des préparations traditionnelles des communautés indigènes du sud-est des États-Unis, qui l'utilisaient dans les plats de cérémonie et comme source de nourriture pendant l'hiver. La préservation de variétés telles que les bonbons torréfiés ne se limite pas au maintien d'un héritage culturel, elle représente un acte de résistance contre l'érosion génétique imposée par l'agriculture industrielle. En privilégiant la diversité, les agriculteurs familiaux et les défenseurs de la souveraineté alimentaire réaffirment l'importance des espèces adaptées aux conditions locales, capables de prospérer sans dépendre d'intrants chimiques ni d'irrigation intensive. Plus qu'un simple aliment, ces variétés sont des témoignages vivants de la relation symbiotique entre l'homme et la terre, où la sélection naturelle et l'intervention humaine ont fusionné au fil des siècles pour créer des cultivars d'une valeur nutritionnelle et d'une résilience exceptionnelle. Les citrouilles à rôtir se distinguent par leur grande taille et leur forme irrégulière, caractéristiques qui les rendent incompatibles avec les normes logistiques de l'agriculture industrielle. Son stockage sur palette est irréalisable, tout comme son adaptation à des équipements de transformation standardisés. Il n'est donc pas surprenant que l'agro-industrie ait montré peu d'intérêt pour la préservation des cultivars d'origine indigène. Pourtant, le torréfacteur de bonbons révèle des attributs exceptionnels. Ses vignes sont vigoureuses et résistantes aux maladies, et les fruits se conservent des mois sans avoir besoin de réfrigération. Sa saveur, douce et intense, ne nécessite aucun additif, juste du beurre et du sel pour rehausser ses qualités. Pour le cultiver, il est recommandé de le planter dans un sol fertile et en plein soleil, en réservant suffisamment d'espace en raison de la croissance expansive des vignes. La récolte devrait avoir lieu à l'automne, suivie d'une période d'affinage de 2 semaines. Un seul exemplaire suffit à nourrir une famille avec plusieurs repas, ce qui souligne sa pertinence en tant qu'héritage du savoir agricole autochtone. En le cultivant, nous honorons non seulement une variété,
mais une tradition ancienne. En 16e place se trouve le maïs Golden Bantam, une variété à pollinisation libre introduite en 1902, qui a révolutionné la culture du maïs sucré. Avant son apparition, les oreilles blanches ou jaune clair prédominaient. Golden Bantam a cependant innové en proposant des grains d'un jaune profond et une douceur incomparable. Sa marginalisation résulte de l'essor des hybrides modernes qui, bien que plus doux, plus uniformes et plus productifs, ne permettent pas la conservation des graines. Alors que les hybrides perdent leurs caractéristiques lorsqu'ils sont replantés, le Golden Bantam, comme il est à pollinisation libre, permet de conserver ses qualités au fil des générations. Pour optimiser la pollinisation, il est recommandé de planter en bloc plutôt qu'en rangées isolées. La récolte doit être effectuée lorsque les stigmates, poils de maïs, sont noircis et que les grains, lorsqu'ils sont percés, libèrent un liquide laiteux. Sa saveur douce et authentique rappelle le maïs consommé avant l'hégémonie des entreprises sur la production agricole. Enfin, en 17e position, se démarque le maïs Bloody Butcher, un cultivar traditionnel des Appalaches, reconnu pour ses grains rouges foncés. Contrairement au maïs sucré, cette variété n'est pas consommée fraîche, mais séchée et moulue pour produire une farine de maïs foncé, savoureuse et nutritive. Son remplacement par du maïs denté jaune, à faible valeur nutritionnelle et à saveur neutre, reflète une logique industrielle qui privilégie la productivité à la qualité. Le Bloody Butcher fait cependant preuve d'une résilience remarquable, s'adaptant aux sols pauvres et aux conditions sèches. La farine obtenue à partir de ces grains surpasse tout produit commercial disponible en termes de saveur et de valeur nutritionnelle. Cultivé depuis plus d'un siècle et demi par des familles de la région des Appalaches, ce maïs représente non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la souveraineté et le patrimoine culturel. Sa culture nécessite une exposition totale au soleil et les grains doivent être récoltés après séchage naturel des épis. Après le battage, le broyage peut être effectué à l'aide d'un moulin manuel, ce qui donne une farine au goût terreux et légèrement sucré, capable de satisfaire à la fois les besoins nutritionnels et les traditions culinaires locales. L'obtention de semences de ces variétés, ainsi que la participation au mouvement de conservation des semences, constituent des étapes fondamentales vers la préservation de la diversité agricole. Dans un premier temps, il est recommandé de contacter des entreprises spécialisées dans les cultivars traditionnels, tels que Baker Creek Heirloom Seed, Seed Saver Exchange, Victory Seed et Southern Exposure Seed Exchange, qui travaillent activement à la maintenance du patrimoine génétique végétal. Deuxièmement, rejoindre des réseaux d'échange de semences tels que Seed Saver Exchange ou des bibliothèques de semences locales permet d'accéder à des variétés rares et de participer à des initiatives de conservation. Enfin, la pratique de la conservation des semences au niveau individuel représente un acte d'autonomie alimentaire. La plupart de ces variétés, grâce à leur pollinisation libre, permettent de récolter et de replanter des graines, un processus plus simple qu'on pourrait l'imaginer et qui a une profonde signification politique. En préservant les semences, le monopole des entreprises est brisé, la continuité de la diversité génétique est assurée et la disparition définitive de ces cultivars est évitée. L'agriculture industrielle cherche à perpétuer la dépendance à l'égard des producteurs, mais la conservation des semences offre l'indépendance. C'est la raison de sa pertinence. Ainsi sont présentées 17 variétés végétales qui, ne se soumettant pas aux logiques de standardisation, de marchandisation ou de production de masse, ont été délibérément supprimées. Chacune d'elles surpasse cependant les variétés industrielles qui les ont remplacées en termes de résistance, de valeur nutritionnelle et d'adaptabilité. Ces cultivars symbolisent la liberté, le patrimoine culturel et la capacité de fournir de la nourriture sans l'intermédiation des entreprises. Sa disponibilité, bien que restreinte, est accessible à ceux qui cherchent à renouer avec les systèmes alimentaires ancestraux, antérieurs à la domination de l'agro-industrie. La préservation de ces variétés ne se limite pas à l'acte de plantation, c'est un positionnement politique et éthique. Chaque graine traditionnelle cultivée représente un acte de résistance au contrôle des multinationales sur l'alimentation, un effort pour maintenir la diversité génétique et une reconnexion avec des pratiques agricoles qui, depuis des millénaires, garantissent la subsistance de l'humanité. L'agriculture industrielle, en tentant d'effacer ces variétés, non seulement appauvrit la biodiversité, mais menace aussi l'autonomie des populations. Leur récupération est donc une étape essentielle pour construire des systèmes alimentaires plus justes et plus résilients, alignés sur les principes de souveraineté alimentaire.